Bonjour à tous, Lucky Loser 4, c'est parti. Donc bienvenue aux mains calleuses et aux mains moins calleuses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Pelletier, artiste multifacette, qualité qu'on apprécie beaucoup parce que justement c'est une façon de gérer la débrouillardise. Et donc quand on fait beaucoup de matériaux et qu'on fait beaucoup de choses différentes, forcément on prend des risques, c'est une aventure aussi du savoir-faire et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Chère Sandrine, bonjour, c'est super de t'avoir ici, on est hyper fan de ton travail, on suit un Merci, peu ce que tu merci. fais. Bonjour Vincent. Voilà, toutes les raisons d'adorer ça. Pour moi, tu es une sorte d'aventurière de l'art contemporain. J'aime bien un peu l'idée de ton passé un petit peu aussi protéiforme comme ça. Donc, est-ce que tu veux bien prendre 2-3 minutes pour te présenter en tant qu'artiste, plus ou moins ce que tu fais, ce que tu fais pas, d'où tout vient, où tu vas, en quelques mots, puis après, on avancera à l'aventure, Alors, la discussion. déjà, je suis très contente d'être là. Et puis, je vais essayer d'être le plus précise possible, histoire que le train ne déraille pas trop. Parce que quand tu disais protéiforme, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et on s'aventure beaucoup dans des terrains incongrus. Alors, ça fait 25 ans maintenant que je travaille comme artiste plasticienne. Dans plusieurs domaines. J'ai commencé très tôt pendant mes études avec le textile, que j'ai assez vite mis de côté pour m'attaquer à des matériaux plus bruts, on va dire. Et plus les années avançaient, plus j'avais eu envie de faire des choses monumentales, grandes et de prendre de la place. Et voilà, je travaille des matériaux qui passent principalement par le feu. Donc ça va du métal, bronze, céramique, mais aussi beaucoup d'expérimentations que je fais à travers la flamme. Et voilà, après, on va dire une quinzaine d'années où je suis partie de Suisse, me voilà de retour à Lausanne, où j'ai un atelier dans un ancien atelier de vitrail, ce qui m'arrange beaucoup parce que je travaille aussi beaucoup le verre. Et donc, je suis à Lausanne et régulièrement, je pars en mission pour soit des résidences d'artistes, soit des projets que je fais à l'étranger. J'ai encore notamment un atelier au Caire, en Égypte, et puis où j'y vais à peu près la moitié de l'année. Et dans les prochains voyages qui se préparent, un voyage en Inde et au Bangladesh. Voilà. Magnifique. Donc, non seulement protéiforme, mais en plus voyageuse. Oui, alors voyageuse par le fait que j'ai toujours voulu voir ce qui se passe en dehors de Lausanne. J'en ai pas vraiment eu l'occasion quand j'étais ado, quand j'étais enfant. Donc c'est vrai que dès que mon diplôme en poche, je suis partie en Angleterre quelques années. Et après, j'ai été à Paris. J'ai suivi un peu la vague de tous mes collègues et amis qui étaient avec moi aux études à l'ECAL. Et j'y suis restée presque une dizaine d'années pour ensuite, sur un coup de tête, du jour au lendemain, quasi, je suis partie en Égypte pour faire une résidence d'artiste au Caire pendant 6 mois. Et en rentrant, j'ai pensé jamais, plus jamais, et que j'ai changé d'avis. Et je m'y suis installée quelques temps après pour un vrai changement dans mon travail, dans ma carrière, dans ma manière de voir les gens, le monde, la vie, la matière. Voilà. Magnifique. Alors écoute, je pars d'une phrase que j'ai entendue dans une interview sur la RTS à la radio. Tu disais « L'accident est tellement intéressant ». Alors juste, on va un petit peu creuser un petit peu ça parce que c'est le thème de Lucky Loser. Lucky Loser, juste pour le rappeler, c'est l'histoire de la faillite de la main. C'est aussi une ode à l'erreur, même si c'est un terme qui vient du tennis, qui montre comment un gars peut être repêché pour se retrouver quand même dans le tableau final. C'est l'idée que la main qu'on a tendance à moins utiliser, une sorte de perte d'agilité aussi, parce qu'on en a moins besoin, parce qu'on est beaucoup sauvegardé par les machines, des machines de plus en plus puissantes, et puis des programmes digitaux qui prépensent même un peu à notre place. Donc, quand on fait soi-même les choses, quand on est obligé de se confronter à plein de matériaux, peut-être plein de cultures différentes, forcément, on est dans un moment tu parles de tissu, de quelque chose de la couturière, comme ça, on est en train de coudre un petit peu
tous les ingrédients qu'on a sur place pour arriver quand même à ces fins. Donc quand tu dis l'accident est tellement intéressant, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'accident, c'est pas seulement par rapport aux expérimentations de matière, mais c'est aussi des accidents de vie. C'est-à-dire, toutes les fois où je me suis retrouvée dans des situations où j'avais pas les codes, j'avais pas le langage, j'avais pas le fonctionnement du pays où je me trouvais, et je me disais: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je ne suis pas à Genève dans un atelier tout blanc avec du calme, avec la voie déjà tracée?» Et j'aurais plein d'autres questions à me poser, bien sûr, mais pas à me demander: «Mais comment est-ce que je vais rentrer chez moi? Comment est-ce que je vais arriver à convaincre cette personne de me produire ce support?» Alors que comment dire? Les accidents de parcours, finalement. Alors du coup, la galère, tu la regrettes? Tu as l'air de la provoquer Mais ou c'est un peu entre les deux? bien sûr que je la regrette, la galère, parce que je peste, je souffle, je me fais je m'arrache les cheveux, ça va, mais en même temps, c'est des moteurs. Moi, c'est Mmh. cette adrénaline que je recherche, Mmh. d'être sur le terrain à des moments où je me dis: «Mais je comprends rien», et des années plus tard, je vais retirer cette ces impulses, ces images, cette énergie pour en faire quelque chose, parce que quand on est en danger, on doit faire vite. On doit trouver des solutions. Donc, il y a les accidents qui arrivent avec les situations ou avec ce qu'on est en train de faire. Enfin, moi, j'ai le nombre de choses où j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est après cette expérience-là, qui est une sorte d'école de la loose, si je peux dire, l'école de l'accident, qui m'a permis de construire des choses où moi seule, finalement, sais que le processus à utiliser est de ne pas paniquer, que finalement ce côté organique et fluide va donner quelque chose. Alors c'est vrai que les gens avec qui je travaille ici, ils souvent se demandent: «Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Elle est au courant que ça va être un peu plus compliqué?» Et oui, bien sûr, mais ça va donner quelque chose d'inexplicable, il y a pas de plan, il y a pas de projet, Mmh. mais je vais réussir à faire quelque chose. Mais c'est marrant parce qu'à t'entendre, j'ai l'impression je me perds un petit peu à savoir si tu es en train de parler de la pièce ou tu es en train de parler de la galère que tu vis physiquement pour surnager dans une culture. Donc est-ce que ça se mélange finalement? Est-ce que la nécessité de devoir improviser face à une culture qu'on ne connaît pas, des langues qu'on ne connaît pas, des codes qu'on n'a pas Mmh. pour travailler avec d'autres personnes, puis en même temps la nécessité de mener à bien une production. Donc finalement, c'est pas que l'improvisation par rapport aux matériaux à laquelle je fais allusion, mais c'est aussi l'improvisation de la débrouillardise en général, pratiquement liée à la survie. Complètement, Ouais. c'est les 2 sont liés. C'est des, c'est des aventures. Quand tu disais avant, pardon, je peux te tutoyer? Bah, avec plaisir. Ah. Alors, quand tu disais avant, aventurière, oui, après il y a le côté un peu fantasme de partir, d'être attiré par la petite flûte du désert et puis d'aller faire des choses un peu dangereuses mais qu'est-ce qu'on va gratter là-bas? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Moi, c'est des gens qui sont au fin fond du Pérou, qui ont des techniques, incroyables, mais qui voient pas la même chose que je vois et vice versa. C'est en Égypte où j'ai mon menuisier supersonique avec, ben, là, il a plus beaucoup de doigts maintenant malheureusement, mais il arrive à me faire des choses incroyables. Et puis on a finalement, ils savent ce que je veux. Ils savent, que je veux pas du poli, je veux pas du lisse, je veux pas du bien fait, parce que de toute façon, ils arrivent pas à le faire, avec tout le respect que j'ai. Mmh. Il y a pas les imprimantes 3D, il Les y a pas conditions, les ouais. donc moi, c'est ça que je recherche, c'est les aspérités, c'est les imperfections, c'est la manière dont ils assemblent les choses qui sont accidentelles et qui ont aucun intérêt pour eux, mais c'est là où moi je vais piquer ces choses, infuser et m'approprier. Non, très bien, mais alors justement, est-ce que dans cet aspect protéiforme, dans cette dimension multifacette où je t'ai vu, bon, tu parles du feu, le feu c'est la transformation du matériau, mais en même temps, j'ai vu des installations avec du verre, j'ai vu des installations avec la couture, même avec la pierre, vu qu'on a eu le plaisir de t'avoir Mais à oui, Open End. quel bonheur ce projet. Quid de l'IA, quid des technologies nouvelles? Comment tu abordes un petit peu ça? Parce que le monde, il y va. Donc, toi, comment tu te places par rapport
à cette évolution technologique, déjà qui sont des domaines que forcément, pour lesquels, je ne sais pas toi, mais on est rarement formé en tant qu'artiste. Si on fait... J'ai lu quelque part que tu as fait un peu de 3D dans ton parcours Complètement, oui, oui. de communication visuelle. Moi, je suis graphiste à la base. Ouais. Et puis, on ne peut pas tellement dire que j'ai une carrière flamboyante de 6 mois à peu près, mais ça m'a appris à travailler. Ça m'a appris à travailler à faire des dossiers, à avoir une certaine maîtrise de l'image avant tout, car communication visuelle, ça m'a permis de travailler des images, de les faire fonctionner entre elles, de comprendre comment marche l'édition, de comprendre comment marche aussi des choses qui m'intéressent comme le milieu de la mode. Ça, c'était évidemment une sensibilité que j'ai eue grâce à ma formation à l'école, en travaillant avec des photographes. D'ailleurs, j'ai fait ça pendant pas mal d'années aussi par plaisir et comme job alimentaire d'assister les photographes comme set designer. C'est-à-dire que pour faire une image d'un produit, il faut quelqu'un derrière qui soit capable de tout faire. Un fond avec une patine, d'aller chercher dans les poubelles des choses qui seraient comme background d'un produit, parce que tout à coup on a une idée ensemble et on la construit. Donc c'est ce côté couteau suisse, mais à travers la photographie. Et j'ai beaucoup appris d'ailleurs de ces personnes, comment on fait une image, comment on juge une image, comment on la construit. Donc ça, c'était une formation qui était vraiment essentielle. J'ajoute qu'avant, j'ai fait l'école de Vevey, donc c'était plus vraiment, pour le coup, old school. Il y avait pas d'ordinateur. Mon Dieu, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. Donc, c'était de la décoration, je me rappelle bien. C'était de la décoration. En lisant ton parcours, il y a une tentative de départ en études commerciales où tu pars assez vite de là. Ensuite, tu vas à Vevey. C'était pas marrant, ça. En art décoratif. C'est études commerciales. Ouais. Ouais, j'étais dans une agence immobilière. Je devais mettre une perruque parce que j'avais les cheveux un peu... Il y avait moins de liberté que maintenant. Hein. Donc, on voit le parcours, l'étude commerciale qui ne t'intéresse pas. Ensuite, décoration, ensuite communication visuelle. Mais puis après, tu trouves ta place comme artiste. Et bien, c'est super mérité, évidemment. Mais on se dit, maintenant, est-ce que par exemple, au-delà de la technologie que tu aurais pu utiliser pour comprendre mieux la photo, pour mieux faire des dossiers, pour mieux communiquer ton travail, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire ou que tu as fait dans les technologies très nouvelles, hein, on va parler un peu d'IA, on va parler un petit peu de monde digital, on va parler de scanners, de robotique, etc. Toutes ces méthodes qui sont en train de cavaler comme ça, qui proposent aux artistes aussi de façon d'aller plus vite et de faire à leur place. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu as envie d'expérimenter ça? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Est-ce que tu as un peu un refus? J'ai très envie de le faire. Très envie de le faire. Côté aventurière, ça fait que forcément tu vas avoir un peu tenter d'aller toucher à tout ça, quitte à te retrouver dans des galères? Alors, j'ai un neveu de 16 ans, que j'embrasse d'ailleurs, et qui est complètement le produit de cette génération où tout se passe. Donc, évidemment, on sait, tout va vite, grandit avec des écrans, il communique aussi d'une autre manière. Et moi, je me dis, mais je comprends rien. Puis, en même temps, ce serait de la pure bêtise de passer outre. Mais je sens que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour comprendre comment ChatGPT marche. Et je commence à utiliser à présent je travaille beaucoup avec le texte. Donc, comment est-ce que ChatGPT va interpréter mes textes? Donc, je suis évidemment hyper enthousiaste de générer avec cette espèce de machine étrange qui... Il y a déjà quelques petites aventures qu'il a menées avec ça. Il y a des... Parce que moi, je vois beaucoup de pièces qui sont quand même liées à la matière, au bois, au fer, à la pierre, à la fonderie, au tissu. Où il faut faire soi-même. Hein. Je vois cette installation qui s'appelle Lost Horses ou quelque chose comme ça, où il y a des fils goudronnés. Voilà, tu es obligé de tout faire à la main. Quand tu poses des plaques de verre aussi, j'ai vu ce que tu as fait à la ferme asile, par exemple, cette espèce de poutraison un peu brûlée comme ça. C'est physique tout ça. Alors oui, c'est physique. Tout ça. Et l'IA, c'est moins physique. Comment tu gères un peu l'aspect physique, l'aspect cérébral
disons que dans les deux cas, je m'énerve, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, quand je comprends pas comment faire des mises à jour et quand j'arrive pas à apporter quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour Mmh. moi, ça va m'énerver. Il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. Voilà, j'ai vraiment cette. Tu pas être bloqué par les limites, Oh, bah non, non, non. de la technique ou du corps, quoi. Non, non, non. Mais par contre, récemment, j'ai vu que tous mes amis en Égypte se mettaient à l'imprimante 3D. Mmh. Et maintenant, c'est beaucoup plus accessible. C'est comme les imprimantes à l'époque, quoi. Maintenant, Mmh. c'est une imprimante, c'est 10 balles, quoi. Mmh. Ça... Et là, je pense que ils m'ont montré des choses qui étaient assez surprenantes de comment est-ce que eux, ils scannaient leurs pièces. Ils envoyaient, par exemple, en Chine pour faire une reproduction de la pièce. Et moi, j'étais assez émerveillée par ça. Aussi, très contente que finalement, euh, ce soit accessible à tous. Et pas que, justement, parce que quand je dis ça par rapport à l'Égypte, tout ce qui est même des produits Apple, c'est importé, ça coûte cher à cause des taxes, des choses comme ça. Donc là, j'étais bluffée de voir que un espèce de studio 3D se met en place, avec aussi l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, où j'ai un ami qui travaille avec le texte, il pousse ChatGPT jusqu'à son paroxysme en insultant la machine pour voir qu'est-ce que ça va donner dans la violence. Alors bon, c'est en arabe, donc voilà. Et je trouve ça très... Enfin, ça ouvre des portes qui sont merveilleuses. Après, moi, je suis quand même assez old school. Enfin, je pense que j'aime bien quand même toucher les choses, j'aime bien faire les choses avec mes mains. J'ai beaucoup de peine à déléguer pour faire les choses. Ce qui est embêtant parce que à des moments donnés, ben, ça pourrait me soulager, on pourrait avoir un degré de précision que moi je peux pas avoir. Donc j'apprends petit à petit à déléguer. Mais c'est difficile parce que à vouloir faire pendant des années tout moi-même, c'est vrai que là, j'ai peine à lâcher prise. Alors, quand on fait tout soi-même, on discutait la dernière fois avec l'épisode précédent avec Christian Rosenbach, qui est aussi un peu touche à tout. Il est assez heureux de ne pas tout savoir faire. On ne Bien peut pas sûr. être spécialiste de tout, hein. Ah oui, hein. Il touche beaucoup de matériaux. Par contre, ça l'intéresse d'être toujours présent dans ce qu'il délègue ou dans ce qu'il a, ou les assistances qu'il demande sur les étapes de son travail, parce que c'est dans ces moments-là que lui repère les choses surprenantes, éventuellement les erreurs, et que Ah le oui. parcours se tisse comme ça. Tu te sens assez proche de ça? Alors moi, je pense qu'il faut être présent, évidemment, mais si ce n'est même dans la mesure du possible, si ce n'est même que par respect pour l'artisan, d'être à côté, de voir comment ça se passe, de voir ce qu'il fait, c'est aussi suivre son travail. Après, moi, je pense que c'est rare d'avoir des choses réussies quand on n'est pas présent. À moins que ce soit un statement, un concept où on se dit, bon, allez, go, j'envoie le moins d'informations possible à une fabrique de tissus au Bangladesh pour faire un tapis. Et je sais que je vais recevoir quelque chose de pas du tout de ce que j'ai pensé. Et ça peut être un Le point de concept, départ d'une un point de surprise, départ de le quelque pied de la chose surprise. d'accidentel Mais dans la il y a, communication. il y a beaucoup d'artistes qui délèguent toute la production tout simplement, et ils trouvent que c'est l'idée et l'art et pas l'objet. Yanni. Il y a de tout. Mais oui, c'est pas le même travail que le mien, que le tien. Mm. Je pense que c'est aussi très bien. Et ils ont certainement raison, d'une certaine manière. Ça dépend ce qu'ils ont envie d'avoir comme produit final et comme storytelling aussi. Parce que moi, je t'emmène un peu exprès sur ce terrain-là parce qu'on a souvent utilisé une phrase ici comme prétexte de discussion dans ces Lucky Losers, c'est de se dire que la fameuse phrase tzigane qui dit que le parcours est plus intéressant que la destination. Et puis, dans l'idée que quand on fabrique quelque chose, on se laisse prendre dans le voyage, la débrouillardise dont tu parlais, l'obligation de devoir sortir des galères, etc., construit aussi le résultat. Et puis, Christian Rosenbach disait, c'est marrant, c'est comme si l'IA nous amène très vite à la destination, nous offre une destination un peu magique rapidement, mais nous prive un petit peu du voyage. Comment tu te situerais par rapport à une phrase comme ça? Alors, moi, je pense qu'il y a pas grand-chose de magique dans l'IA, justement. Il y a quand même cette idée que le truc se fait un peu tout seul, quand même, non? Tu peux demander à ChatGPT de
te livrer une image d'un projet. Tu peux, sur un iPad, réaliser des trucs très très forts avec des pinceaux qui font toutes les formes déjà préenregistrées. Tu peux demander à des robots qui taillent. Tu parlais tout à l'heure de scanner. Tu fais une maquette. Le scanner te sert ensuite à avoir une archive numérique que tu peux balancer sur une imprimante 3D. Donc tu te retrouves avec l'objet sans l'avoir touché finalement. Oui, Il y a quelque chose d'un petit peu magique quand mais même, non? mais le terroir, il est où, le terroir? Il est Moi, dans je les, pense que il est dans les mains. bah, peut-être que c'est, alors peut-être que c'est un exercice à faire pour, chacun et chacune, comme artiste. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'aventurer? Peut-être, mais je pense que ça va assez vite me lasser. Parce que Mais j'attends de voir, j'attends d'être convaincue par une sorte de nouvel assistant, nouvel outil. Mm. Et après, je me dirais, mais quel temps perdu d'avoir attendu autant. Ouais. J'ai vu une autre phrase de toi qui dit l'art c'est physique. Et après, il y avait toujours un débat entre l'urgence et la lenteur. C'est-à-dire que quand on fait les choses avec les mains, il y a une certaine lenteur qui s'installe. Et puis en même temps, toi, je t'entends dire par exemple que l'urgence te réussit assez bien. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'aller vite tout à coup et tu t'énerves quand ça bloque, etc. Donc moi j'ai l'impression que le débat entre lenteur et urgence ou lenteur et rapidité, c'est aussi un peu le débat de l'époque, des corps, des physionomies, des physiologies qui ont la lenteur organique, qui ont des rythmes, qui dorment, qui mangent, voilà, dans des rythmes physiques à devoir satisfaire, puis en même temps une technologie qui s'accélère. Donc moi j'ai l'impression que la phrase qu'on t'a dit, j'aime à la fois la lenteur, à la fois l'urgence, c'est aussi un peu un miroir de ce qui se passe maintenant, parce que j'ai l'impression, c'est encore une fois, c'est un peu le sujet de ce qu'on discute ici, qu'il y a peut-être une possibilité de scission entre l'humain et la technique, parce qu'elle va plus vite que nous. Donc le corps reste un peu un piéton par rapport à cette espèce de truc supersonique qui est en train de nous arriver dessus. Et comment on l'avale? Est-ce qu'on saute dessus avec Elon Musk, sa fusée, ou est-ce qu'on reste à pied, puis on a des Robinson Crusoe, on reste sur une île déserte, puis on refuse tout ça, où on essaye de l'absorber un petit peu, on développe un sens critique pour en prendre qu'un petit peu et pas tout, on essaye d'être opportuniste et puis on en prend des petits bouts, on en prend d'autres petits bouts. Moi, ça m'intéresse de voir un petit peu comment toi, tu prévois de surnager dans cet océan un peu nouveau quand même. Alors, je prévois de surnager pendant, je l'espère, fort longtemps, par curiosité. Parce que la curiosité fait que là, on ouvre un champ des fantasmes qui est infini. Qu'est-ce qu'il va se passer avec l'intelligence artificielle, mais pas seulement au niveau de l'art, au niveau de l'évolution de l'humanité. Et moi, je pense qu'il faut cultiver son jardin. C'est-à-dire, en ce moment, je suis en train, enfin pas trop en ce moment, mais disons cet été, je suis en train de planter un jardin devant mon atelier. Alors, c'est un échec, mais je me dis, je suis quand même convaincue que la nature aura le dernier mot sur la technologie. D'accord. Donc en fait, quand tu parles de cultiver un jardin, c'est pas une Faut- métaphore, c'est un vrai jardin. C'est un vrai jardin. D'accord, ok. Mais après, c'est bien sûr une métaphore pour tout, parce que voilà, j'ai une obsession des tomates en ce moment. T'as raison, c'est bon. Ah oui. Mais, mais c'est quand même bien enfin, je veux pas être comme une espèce d'ermite avec ses tomates qui se bloque à tout, qui se braque à tout. Ce serait de l'idiotie totale, mais mais je pense pas que la main de l'intelligence artificielle remplacera celle de l'artiste, Ok. si j'ose. Ouais. Parce Ce que sera des copies de copies de copies. Ce sera des aides, ce sera des accessoires, mais de la création, c'est pas quelque chose que j'arrive à imaginer. ouais, il y a plusieurs petits sous-débats là-dedans. Je fais un petit crochet par le land art parce que j'ai entendu que tu avais un intérêt pour ça aussi Oh, en oui. étant dehors. Oui. Et puis le land art a eu ses hauts, ses bas. Euh, J'étais assez toujours fan de Nick Goldsworthy, par exemple, qui était taxé de trop esthétique. Moi, je trouve un Andy peu Goldsworthy?
Ouais. Ouais. Ouais, moi, voilà, ouais, pour moi, c'est justement un aventurier un peu de l'esthétique aussi, mais qui part et qui construit en fonction de ce qu'il trouve. Alors là, on est carrément, lui, on est plutôt dans le côté Robinson Crusoe et de la force. Est-ce que c'est ça que tu dis quand la nature gagnera à la fin? C'est finalement ce retour aux sources qui va Mais, permettre de ne pas perdre pied? mais oui, le retour au naturel. Est-ce que c'est pas finalement ce que on essaie de chercher en ce moment? On le voit dans les codes esthétiques au niveau de l'apparence des gens. On revient quand même à la source, il me semble. Alors, je pense que peut-être une fois que l'humain se sera lassé de l'intelligence artificielle, on va retourner à des vraies valeurs de terroir et de savoir-faire et d'artisanat qui se sont, à juste titre, perdus ces dernières décennies, ces dernières années. Mais Alors, une des questions qu'on interroge ici, parce que tout le monde quand on lit un peu sur l'IA, sur ces technologies un petit peu d'intelligence artificielle, on, tout le monde a l'air de dire que ça bridera pas la créativité, parce que finalement, c'est un outil de plus, et puis ouais, l'humain c'est est un outil de créatif. plus. Ouais. Et moi, je me posais un petit peu la question de l'agilité, parce que moi, je suis dans un domaine, la pierre, où vraiment la robotique taille des sculptures jusqu'au bout. Et on voit des grands artistes comme Damon Hirst, Koons, etc., qui étaient complètement détournés de la pierre, qui y reviennent parce que cette technologie leur offre la possibilité de faire des pièces classiques, magnifiques, etc. Et donc, c'est sûr que la robotique arrive pratiquement à 90%, 95% de la sculpture maintenant. Que ce soit en termes de taille, de volume, que ce soit en termes de précision, que ce soit en termes même de justesse anatomique, Mm. tout est résolu. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher la crasse? Est-ce qu'on va chercher l'accident? Est-ce qu'on va C'est chercher ça. l'humanité dans les mains, dans les empreintes de main? Moi, je pense qu'il peut y avoir, quand on sera au paroxysme de ça, parce que évidemment que ça m'intéresse et que ça me fascine en me disant, mais waouh, si j'ouvre ces portes-là, ça voudrait dire que justement dans les sculptures de bronze, mais même la céramique qu'on fait maintenant par programme, est-ce que, est-ce que, est-ce que finalement il faudra atteindre un point de non-retour pour revenir à la trace humaine? Ou alors est-ce que l'intelligence artificielle sera même capable de reproduire ces accidents et nous, on est foutus. On est à la merci de la technologie totalement. C'est-à-dire que on pourra même faire croire que, mais c'est comme, enfin, Bah, là, ça emmène loin, 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 loin. Ou qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bah, la fake news, c'est quand même une des grosses questions du maintenant. Sur les Mm. vidéos, on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. On regarde les fils Instagram, on est impressionné par des trucs fous, puis après on voit que c'est pas vrai. Les plus beaux villages d'Italie, en fait, ils n'existent pas, ils sont Ouais, inventés. Donc, ouais. oui, il y a quand même dans la capacité d'imitation quelque chose qui vole un petit peu de notre âme, semble-t-il. Parce que un des arguments que j'ai entendu le plus ici, c'est finalement euh, l'intelligence artificielle n'a pas d'âme, et puis ça se remplacera pas. Et moi, j'ai l'impression que ça imite tellement bien l'âme, parfois que c'est pas si net. On se laisse avoir sur des musiques. On voit sur Spotify maintenant des musiques qui ont Ouais. des millions d'écoutes, Et de on n'en est qu'au followers. début, on n'en est Ouais. qu'au début. C'est ça, c'est que comment on va... Alors, qu'est-ce qu'on fait alors finalement? Mais est-ce que finalement, on n'est pas déjà le produit d'une intelligence artificielle Un et truc tout ce qu'on Matrix, vit? est-ce qu'on est C'est vraiment ça, nous? c'est Ouais, la ouais. matrice. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On continue, puis on attend, puis on regarde ce qui se passe. Et par exemple, moi En s'intéressant et en essayant de jouer avec tout ça, il faut essayer. De, il faut essayer d'infuser son travail, si ce n'est que pour le jeu. Par exemple, moi, avec mes textes, de les faire générer par une machine, Mm. les sculptures également, et puis de voir ce que ça donne, de voir ce qui se passe. Après, Faut où est tester, il y a l'idée de tester, parce qu'il y a un truc assez marrant que tu as dit dans une interview, que finalement, moi, je sortais pas de la culture de l'art contemporain, donc quelque part, il y a une sorte de naïveté quand tu es rentré dans ce monde-là, que si tu as permis aussi une approche un peu
un peu plus innocente et puis de pas te prendre la tête avec tous les concepts, tout ce monde un petit peu déjà très cérébral, du monde conceptuel, etc. Puis que tu y arrives un peu à ta façon, de façon un peu brute de décoffrage. Et puis, Mais parce que si on se pose trop de questions, ce qui n'est pas mon cas, mais hélas, on n'y va pas. On reste dans son coin, puis on attend que quelqu'un nous dise qu'on n'a pas les codes et qu'on n'a pas l'intellect pour. Bah, on fait rien. Après, je pense que c'est bien de pas trop regarder ce qui a été fait, surtout ce qui est en train d'arriver, parce qu'après, on on se bloque, on se met des balles dans le pied, on se bride, on n'ose plus rien faire, on se dit oh là là, maintenant est-ce que je suis devenu un vieux cul poussiéreux. Enfin, toutes ces questions qui sont aussi des moteurs. Je pense que c'est bien toujours avoir du recul sur soi-même, sur ce qu'on fait, sans trop non plus se scléroser, et puis en se disant bon ben je continue, mais avec justement une curiosité d'éveil, d'ouverture d'esprit à des nouvelles technologies, à des nouveaux styles, à des nouveaux sujets. Je pense que une des choses les plus tristes, c'est d'arrêter d'apprendre et puis d'expérimenter. Moi, j'espère que... La curiosité, donc il y a une sorte de lien aussi peut-être au jeu, à la curiosité, qui pourrait faire que tu continues à évoluer dans ton époque sans devenir aigri, parce que tu Mais la garderas vie est un jeu, ouais. c'est bien, c'est pour ça que j'espère ne jamais devenir rance avec cet état d'esprit. Parce il faut faire ça, il faut... Tu sais, par exemple, moi, j'ai commencé à lire tard. Je suis pas je suis pas une littéraire, je suis pas quelqu'un qui... Voilà, moi, je viens plutôt de la bande dessinée, je viens plutôt de- 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 du terroir. Enfin, l'un ne va pas... Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est... Tout est... Voilà, j'ai un processus lent, parfois à mon goût trop long, d'apprendre, de faire des choses sur le tard. Ça va du permis de conduire, ça va de la pole dance, ça va des choses qu'on fait quand on est plutôt plus jeune. La pole dance, carrément. Et oui, mais c'est pour ça que ça me serve quand même, toutes ces poutres à apporter, que je puisse danser dessus. Mais parce que ça va m'amener à rencontrer aussi d'autres genres de personnes, à les observer. Ça va me faire, ça va me titiller ma curiosité de ne pas rester toujours dans le même cercle, un peu sclérosant et étouffant. Donc je suis à la recherche de ça, hein, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Donc forcément, la technologie, l'époque, la est une technologie, aventure. c'est une nouvelle aventure. Après, moi, je me dis, ce qui est, comment dire, par exemple, mon ordinateur, il est mal rangé. Je suis en train de faire ma première monographie. C'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent parce qu'il faut rechercher toutes les archives qui sont parfois pas bien faites. Il faut aller récupérer des pièces. Donc voilà, c'est un immense travail pour le directeur artistique de ça, parce que je suis graphiste et directeur artistique du livre, que je ne remercierai jamais assez d'avoir la patience pour aller gratter toutes des choses où finalement je n'étais pas très bien organisée dans mes archives. Mais pour ce livre, d'ailleurs, on va beaucoup montrer l'envers du décor. Et peut-être que finalement, ce sera que ça. Ce sera pas un catalogue raisonné, mais avec tout le processus que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à mettre en scène. Parfois avec beaucoup d'autodérision. Hein, toutes des images de moi en train de travailler, en train de hurler, brûler sous le soleil, en train d'escalader des tas de poubelles. Ça, je pense que c'est aussi intéressant de montrer ce processus. Je me réjouis beaucoup de partager ça. Mais donc oui, le livre, eh bien, les textes. Tu étais partie du fait que tu lisais peu. Ouais. Donc oui, tu vois, tu fais les choses un peu sur le tard. Donc c'est une façon de dire aussi que même tardivement, tu prends toujours le risque d'apprendre. Ouais, même si pour toi c'est après les autres, ça paraît. Mais c'était aussi une manière de récupérer mon cerveau. Okay. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la pente savonneuse d'être trop constamment fixée à mon téléphone. Mais tout le temps. J'arrivais plus même à écrire. Je me dis, mais waouh, c'est ça que c'est en train de me faire, tout ça. Et récupérer mon cerveau, parce que
ben, voilà, on n'est pas sans savoir que des études ont montré que ça nous bouffe le cerveau. Bah ouais, qu'on- c'était qu'on- une des... Voilà. et l'exercice mental de lire, le calme que ça procure, si on veut une longue vie à faire beaucoup de choses, Est-ce que c'est une forme de retour aux sources, la lecture, du coup, par c'est, rapport... Hein, après, oui, c'est une forme de retour au calme. calme. Mais c'est vrai que j'ai appris sur le tard. Parce que déficit, oh, comment on dit Déficit d'apprentissage. ces mots, c'est Ah, TDAH, whatever. Euh, des défis. Peut-être ont fait que j'avais de la peine à me concentrer pour regarder un film et lire un livre. Donc, tu étais un peu suractive, adolescente, jeune. Ouais. Ouais, toujours quand même. Toujours. Mais là, par contre, j'arrive à me trouver des moments de calme, de me dire, bon, il est temps de revoir un chef-d'œuvre au cinéma, vas-y, de relire des choses par laquelle tu es passé complètement à côté, ce qui est scandaleux, mais voilà, mieux vaut. Ce qui est scandaleux, c'est de pas s'en rendre compte et pas d'y pallier. Mais alors si en plus maintenant il y a ChatGPT, à savoir comment ça marche, ça fait beaucoup. Mais je suis en plein dedans. Au début, j'avais un peu honte. Je demandais, mais comment tu demandes ça à ton téléphone, tu demandes des... Et puis, on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Alors là, maintenant, je suis dans le texte. Donc, par exemple, pour répondre à des interviews, ben, j'écris peu, mais j'écris. Maintenant que j'ai vu que la machine, elle propose de remanier le texte avec un style, en allant chercher des informations sur Internet, sur soi-même, avec mon style, je me dis waouh. Enfin, Ouais. Bah effectivement, voilà. c'est impressionnant. Voilà une façon de rentrer dans son époque quand même. Bah oui, et puis après, cette machine, je lui parle mal, je dis mais vas-y, mets-moi un peu de la crasse, sois crapule. Oui, Et mais puis c'est parce qu'il y a un petit côté, là, ça va. on va se rapprocher très loin à la fin de cette interview, mais il y a un petit paradoxe qui est très sympathique chez toi, mais c'est un espèce de mélange entre la noirceur et le côté solaire, parce que quand tu le vois comme ça, il y a quelque chose de très solaire en même temps, tu es souriant, tu fais les choses, quelque chose de charmant, puis en même temps, on voit un passé un peu gothique, tu parles souvent de choses noires, tu brûles les choses, donc c'est aussi le bois brûlé, c'est franchement noir. Il y a quelque chose de la transformation qui est à la fois positive, puis à la fois un petit peu, tu parles de crasse, tu as rajouté un petit peu du cambouis sur les choses, donc... explique-nous un petit peu cette espèce de grand écart que tu fais entre la noirceur et la lumière, parce que le feu, c'est aussi la lumière. Mais alors, je me posais encore la question hier soir à mon atelier. J'ai eu la chance d'avoir récupéré un merveilleux atelier à Lausanne, dans le quartier de l'enfance de mon père, d'ailleurs. Donc, il y a un côté très dans la nostalgie. Moi, je suis beaucoup dans la nostalgie, la mélancolie. Je travaille beaucoup dessus. Et donc, c'est un atelier où on sévit les verriers de la cathédrale de Lausanne. Donc maintenant, il reste plus grand monde, sauf l'apprenti qui n'est plus tout jeune. Il m'a dit, écoute, si tu te sens capable de récupérer ce lieu, fais-le. Et c'était un énorme travail de tout vider. Alors il y avait plusieurs vies, hein, quelques générations à vider, tout a été entassé dans cet espace. Et là, j'arrive bientôt au bout proche de l'inauguration, on va dire, mais j'y travaille depuis une année. Et donc hier, je mets quelques pièces qui datent d'une quinzaine d'années, d'autres plus récentes. Et je me dis, oh là là, c'est un peu plombant tout ça. Je me dis, mais il n'y a pas un truc un peu plus lumineux, couleur, un peu danser avec la vie, comme ça. Alors, moi-même, je m'étonne de ce côté un peu tristoun, un peu plombant de mes pièces. C'est vrai, je me dis waouh, c'est quand même. Mais après bon, tout a été fait tout a un sens, Ouais. tout a un sens et c'est de les voir ensemble, c'est impressionnant. Je me dis c'est dans ce côté très très sombre, alors que je le suis de moins en moins. Il y a des étapes dans la vie, des fulgurances liées à l'impatience, des moments de digestion. T'es quelqu'un qui procrastine des fois ou pas? T'es plutôt quelqu'un Mais non. d'action?
Alors, je suis pas quelqu'un qui procrastine. Je n'arrive pas à partir en vacances. Je n'arrive pas à me détendre. C'est 3 jours maximum. Par contre, j'ai une capacité à m'auto-essouffler, à être dans la roue, à être comme un lapin dans les phares et je crame, quoi. Je crame moi-même et je me dis, mais il faut sortir de la boucle, hein. Il y a aussi ce truc de boucle dans lequel je suis beaucoup dans mon travail, le rond, la boucle, le loop. Mais là, depuis peu, j'ai appris à en sortir parce que sinon, je m'auto-crame. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et Donc, donc, procrastiner, non. Mais tourner en rond, oui, ça, c'est hélas ma spécialité. ok. Puis on va terminer sur cette dernière question. Comment tu vois ton travail? Comment tu te vois dans 20 ans? Comment t'imagines? Est-ce qu'il y a une pièce, Plus là, non. est-ce qu'il y a une pièce de rêve, une sorte de pièce fantasmagorique que Oh tu oui. dis, j'aimerais vraiment réaliser, puis Mais tout, parce ou que est-ce que ouais, je sais pas si je peux être un peu grossière, parce que des avec fois on me plaisir. reproche que la grossièreté, c'est pas quelque chose qui C'est est. bon, Voilà. ici on est Mais low tech, t'as vu, à l'atelier, je me dis, mais c'est de la merde, enfin, ça va Mm. pas, c'est ça, on garde ça, mais le reste, c'est. Non, oui. Et donc tout est à refaire depuis le début. Et c'est là où je me dis, mais j'aurais pas assez de temps pour tout reprendre depuis le début. Et puis, c'était une galeriste malheureusement décédée, Suzanne Tarasiev, qui m'a dit, mais tu sais, si j'étais toi, je recommencerais tout à zéro. Puis, bon, c'est un peu mal pris quand même sur le moment, Mhm. il y a quelques années. Puis, je pense très souvent à elle en me disant, mais elle a raison. Parce que tout est là depuis très longtemps, mais tout est à refaire et tout est à construire jusqu'à vraiment être satisfait d'avoir laissé, mais si ce n'est qu'un petit corpus de pièces, et en être vraiment satisfait. Mais ça n'arrivera pas. Bah, Ça n'arrivera pas. tu es comme le feu, tu es dans transformation, tu es une artiste de la transformation. J'espère. Alors, je vais dire quelque chose en regardant la pièce qu'on a fait ensemble au Cimetière des Rois. Mhm. J'ai eu tellement de plaisir à la faire. C'était tellement léger et facile à trouver l'idée. Après, la diguer, c'était moins facile, mais ça, c'est le côté laborieux qu'il faut jamais avoir sur la table. Si on sent, oh, mais mon Dieu, elle a passé tellement de temps à faire ça, côté laborieux, c'est foutu. Il faut que ça ait l'air d'être fait, tac, super léger. Avec après une C'était question. réussi, il y a une pierre lourde qui s'échappait. Il y avait ce paradoxe de la lourdeur et J'ai de la vraiment légèreté. beaucoup aimé faire ce travail. Et puis, j'espère que ça a été comme une allégorie de la vie aussi, où on s'échappe finalement, et avec tous ces météorites qu'on reçoit sur la gueule. Non, il faut pas que je m'éparpille. Je me souhaite de ne plus perdre de temps dans des choses futiles, qui sont peut-être justement l'intelligence artificielle, parce que c'est comme la peinture, c'est comme la photographie. Je suis pas peintre, je suis pas photographe, et je le serai pas. C'est trop tard, et puis j'en ai pas envie. Donc peut-être que l'intelligence artificielle, c'est pour une génération d'artistes qui focus dessus. Et puis les autres, ben, on est un petit peu à essayer, à voir si ça peut nous faciliter les choses ou pas. À voir. Mais je voudrais pas que ça me gratte encore plus de temps, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et puis il faut faire, et voilà. Donc il y a une relation au temps qui est... Oh, quelle saloperie celui-là, ou celle-là, plutôt. Non, le temps est masculin, je pense. Ouais. Dans toute, Donc on partage ça. Sandrine, c'était un plaisir de t'écouter. On est parti un peu dans tous les sens, mais c'était un peu le but. Moi de même. Et oui, le train a déraillé plusieurs fois, mais en même temps, je t'ai prévenu. Mais en même temps, on ne sait pas vraiment où on va. Donc finalement, c'est aussi ça, c'est improviser sur cette IA étrange qu'on ne sait pas si elle va nous manger ou si on va la manger. Moi, c'est source d'angoisse. Donc pour l'instant, là, j'ai envie de passer une bonne soirée, donc je vais la mettre de côté, l'IA, et pas trop me ronger avec ces oh, et si. Et on verra demain. On verra demain. Voilà. À demain, j'espère, Sandrine. J'espère aussi. C'est un plaisir. Au revoir tout le monde, merci. Au revoir.